je dois d'emblée dire que au cours d'un débat sur une autre chaîne concurrence que la vôtre, j'avais dit que je ne m'attendais à rien à ce discours. C'était une véritable supercherie. Et que lorsqu'on cumule 30 ans d'exercice de pouvoir sans partage et solitaire, on ne peut plus faire quelque chose d'extraordinaire ou bien qui sort de l'ordinaire. En réalité, aujourd'hui, l'échec est là. Moi, je suis parmi les Congolais qui ne croient pas ni en ce que dit le président, ni en ce que fait le système. Parce que j'ai eu à dire que le régime de Brazzaville, c'est l'incarnation de l'incapacité à gouverner. C'est-à-dire, lorsque vous entendez le mot l'incapacité à gouverner, n'allez pas chercher dans le dictionnaire. Regardez comment fonctionnent les institutions ici, comment agissent les acteurs politiques. Vous aurez la définition de l'expression l'incarnation de l'incapacité à gouverner. Voilà. Donc, aujourd'hui, le président avait fait du show. C'était du show. Et puisqu'à un moment il singeait, il mimait, et puis les gens applaudissaient, bon voilà. C'est-à-dire on se retrouve, c'est des rituels comme ça. Vous vous retrouvez au palais du Parlement, bon, il faut remplir un rituel. Et c'est la théâtralisation du discours politique qui, au finish, ne porte absolument rien. Et vous n'allez pas me dire que vous avez cru naïvement à ce que le président avait dit qu'il devait frapper. Frapper qui? Mais en réalité, c'est parce que, de toute façon, c'est ce que le président passe tout le temps à dire aux Congolais. Et là, je suis d'accord avec lui quand il dit que les Congolais ont une mémoire courte. En réalité, c'est depuis 2009 qu'il a commencé à tenir ce genre de discours. Vous savez, la ruse suprême d'un pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Balondier qui le dit. La ruse suprême d'un pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. Mais il s'agit d'une contestation canalisée. Ça, c'est dans les normes. En réalité, c'est pour se ritualiser et se refaire après le discours. Parce que, aujourd'hui, le pays se trouve dans un état piteux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement. Le président en est conscient. Moi, je veux bien qu'il se présente devant le Parlement, c'est ce qu'il va faire dans quelques jours. On attend ce qu'il viendra encore nous dire de nouveau. Bon, c'est vrai qu'il y aura certains Congolais qui vont croire naïvement à ce qu'il dit. Est-ce qu'à un certain moment, je me pose la question, est-ce que le président croit à ce qu'il dit? Qui écrit ces discours? Bon, voilà. Donc, pour faire bref, il ne s'agit pas... moi, je ne m'attendais à rien. Je ne m'attendais à rien à ce discours. C'était une véritable imposture. Voilà. C'était une véritable imposture. Et je m'attendais dès le départ, à rien. Et je réitère ma posture, sauf à me le démontrer dans la réalisation d'un certain nombre de trucs. Ce pouvoir-là n'est pas capable d'amener le Congo d'un point A vers un point B. Alors, il s'agit là d'un élément qui permet donc de croire qui conforte d'ailleurs ma posture, puisque cet organisme, ou bien cet organe, qui était censé contrôler ou bien lutter contre la corruption à travers un certain nombre de mécanismes de contrôle, a été dissoute à partir du moment où elle a commencé à attaquer au gros poisson. Vous avez vu, d'abord c'est pas Tchistad Tchekaya, d'abord. Avant Tchistad, il y a eu Wosso qui avait été dénoncé. Bon, Wosso est au gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Après Wosso, il y a eu Tchistad Tchekaya qui a été dénoncé. Et cette dénonciation était tellement fracassante qu'ils ont décidé, de faire disparaître cette institution pour créer, soi-disant, la haute cour, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont appelé ça, la haute structure de lutte contre la corruption, je ne sais même pas trop comment ils ont appelé ça. Mais c'est une véritable escroquerie, une supercherie. Est-ce que c'est les hommes qui changent ou bien il faut changer le nom de l'institution? Je ne sais pas. Et que vaut une institution sans des sanctions qui vont arriver après? Parce que la Miringeli, ou l'institution qu'on va donner, elle n'a pas de capacité coercitive. C'est-à-dire que c'est l'institution qui mène les enquêtes et puis on va soumettre à la justice. Mais dans quel état, la justice se trouve dans quel état? Nous sommes dans un état où la justice dégage des odeurs nauséabondes. Voilà.
quelques dossiers qu'on a déposés au niveau de la justice, c'est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps politique ou bien le temps de l'homme, des humains que nous sommes, des profanes que nous sommes. Mais on devait quand même avoir des signes. Donc, lorsque l'ordre gouvernant a dissous cette institution, on a compris, en tout cas pour ceux qui doutaient encore, ceux qui croyaient encore, ils ont compris qu'en réalité c'est un système qui a montré toutes ses limites. Et je veux vous dire un truc. En réalité, le Congo, je dis que c'est une parentocratie. On ne peut pas s'attaquer aux membres de la famille. Le Congo, c'est une parentocratie. C'est un État parent, un État familial. On a détruit la République. Et sur cette base, on a créé une République familiale. C'était le regroupement des familles. Vous avez la famille Sassou, vous avez la famille Kolela, vous avez la famille Tister, vous avez la famille Milongo. Voilà. C'est ce regroupement des familles qu'on présente aujourd'hui comme un État. Et à partir de ce moment-là, celui qui conduit les conduites, c'est-à-dire qui a le magistrat suprême, ne peut pas frapper quand il sait que ce sont ses enfants, qu'ils soient ses enfants biologiques ou ses enfants fictifs. C'est-à-dire les enfants de mes frères, les enfants de mes amis. Regardez le statut du gouvernement aujourd'hui. Et le Congo aujourd'hui donne l'exemple le plus patent de la parentocratie. Allez-y, vous menez des enquêtes, vous êtes journaliste. Allez-y à la SNPC. On pourrait même dire, nul n'entre ici s'il n'est pas parenté. Ah. Donc voilà à peu près comment se trouve notre pays. Le pays ce n'est plus un État, le Congo ce n'est plus la République. C'est plus la République. C'est un regroupement de familles qu'on appelle l'État. Et dans cette configuration, le président ne peut sanctionner personne. Ça c'est de un. Deuxième chose, c'est que tout pouvoir, pour se maintenir et se consolider, doit s'appuyer sur un certain nombre de dispositifs. Et pour ce qui est le pouvoir de Brazzaville, ce pouvoir s'appuie sur deux types de dispositifs. Donc, un, la corruption, ce que vous appelez corruption, ce que moi j'appelle la capacité distributive du pouvoir, qui font en sorte qu'il crée des allégeances. Puisqu'il a la capacité de distribuer, on crée des allégeances, ici et là, et on ne peut donc pas combattre cet élément qui permet au système de se maintenir et de se perpétuer. Dès lors qu'il se met à combattre sérieusement la corruption, à partir de ce moment-là, il va scier sur l'arbre lequel il est assis, la branche sur laquelle il est assis. On ne peut pas toucher. Le deuxième élément dans cette configuration, c'est la mobilisation des instruments de coercition, c'est-à-dire la force. Et on soumet les populations. Donc, dès lors que vous tenez un discours opposé, comme nous le faisons, vous êtes taxé, vous êtes inséré dans le club des bannis de la République. Donc le Congo est devenu un cartel. D'ailleurs, dans mes travaux de thèse, je parle de l'État cartel. Et un cartel, c'est un groupe d'individus qui s'entendent pour leurs intérêts. Et après s'être servi, on détruit le reste. Parce que le cartel prend ce qui lui est nécessaire et il détruit le reste. Et lorsque vous regardez le Congo, c'est un cartel. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Il n'y a pas de route. Quand il pleut, allez à Taranga là-bas, vous allez voir comment ça se passe. On m'a dit aussi qu'à Mfilo, c'est la même chose. Et ici, je devais lancer un appel à mes compatriotes, qu'ils soient du sud ou du nord, pour dire que le Congo c'est un État cartel. Et dans ce cartel, cette petite oligarchie qui se trouve, qui a mis base sur notre pays, il y a les représentants de toutes les ethnies. Et les Mboshi sont les otages, les premiers otages de ce système. Les Mboshi sont les otages de ce système. Alors, il faut cesser avec cette Mboshi-phobie. Cette Mboshi-phobie que mes compatriotes déversent sur la toile pour faire des Mboshi les responsables de cette banqueroute. Certes, Sassou est Mboshi, mais Sassou ne travaille pas qu'avec les Mboshi. Allez-y à Olombo, allez-y à Oyo, allez-y. Vous allez voir que le paysan qui est à Oyo n'est pas différent du paysan qui est à Kakamweka. Et les Mboshi, je vous dis, les Mboshi sont les véritables otages de ce système. Or, lorsque vous mettez cette Mboshi-phobie sur la toile, vous mettez cette nordophobie sur la toile, ça fait en sorte que ça crée les replis identitaires. Et ça va renforcer la posture de M. Sassou et ses amis parce qu'il va jouer sur cet élément affect, pour dire que non, mais écoutez, si je ne suis pas là, les Mboshi vous serez exterminés. Et ça se renforce avec le discours que l'on met sur la toile. Or, nous devons regarder dans la même direction. Parce que la banqueroute de Sassou ne concerne pas que les sudistes.
Ça concerne aussi les Mboshi, allez-y à Talanga, allez-y à Makabadilo. Nous devons taire le débat sur ce côté-là. On va réfléchir comment réorganiser notre pays. C'est le cartel. C'est ce cartel-là qui détruit tout sur son passage. Et je vous avais dit la dernière fois que nous ne pouvons pas compter sur ces gens-là. Et le système de cartel, c'est quoi? C'est un groupe d'amis, on a pris, on partage. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une communication du CHU, du directeur du CHU, je crois, le DG a eu à faire une communication pour démentir ce qui s'est passé, ce que RFI a dit et puis un certain nombre de syndicats disent. Bon, moi j'attends toujours la preuve. Et moi je ne crois pas à ces institutions-là. Si vous continuez à croire, moi je suis désolé, mais ce système a montré ses limites. Vous pouvez donner 40 ans, même 100 ans à ces gens-là. Ils ne vous donneront rien, ils ne vous feront rien. Nous allons rester à l'état où nous sommes. Comment pouvez-vous imaginer? Vous êtes arrivé au pouvoir il y a 20 ans. Tout ce que vous avez construit en 20 ans est en train de se détruire pendant que vous êtes là. C'est curieux, non? C'est curieux. Pendant que vous êtes là, il y a 20 ans que vous êtes arrivé au pouvoir. Je ne questionne pas les mécanismes d'accession au pouvoir, je ne questionne pas ce côté-là. Mais je montre seulement un élément. Vous êtes arrivé au pouvoir il y a 20 ans, et pendant que vous êtes encore là, tout ce que vous êtes en train de faire se détruit sous vos yeux. Comment on peut expliquer ça? Et vous pensez que si on vous donne 40 ans, vous allez faire mieux? Voilà la problématique. Et ce cartel qui a pris notre pays en otage est constitué aussi bien des nordistes, des sudistes, de ceci. De toute façon, pour moi, ces considérations-là sont élémentaires. Or, je permets de mentionner cela parce que cette mbochiphobie, cette nordophobie, dégoulinante, qu'on met sur la toile de manière honteuse, fait en sorte que ceux qui appartiennent de l'autre côté renforcent leur attachement à celui qui est là. Parce que ils se disent, ceux qui n'ont pas la capacité d'analyse, ils vont certainement dire, mais écoutez, si lui n'est pas là, qu'est-ce que nous deviendrons? Mais il faut continuer comme ça. Ça va créer les replis identitaires. Or, nous sommes dans la perspective de créer un État. Sur ce qu'ils ont créé, l'État familial qu'ils ont créé là, où c'est le regroupement des enfants, des familles qu'ils appellent de grandes familles. Mais je ne sais pas en quoi ces familles-là sont grandes. Ils sont dans l'incapacité de donner l'eau et l'électricité aux Congolais depuis 60 ans. Bon, en quoi c'était les grands? Il n'y a pas d'école. Pas d'école. Nous venons de... Il y a eu un colloque international. Moi, j'ai eu des amis burkinabés qui sont arrivés. Burkinabés me disent, mais attends, Constant, c'est où votre université? C'est ici? Et ils disent, nous, au Burkina Faso, nous en avons 13. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. On a passé le temps à faire la prédation. C'était un régime de prédation. Et cette prédation-là a pris des proportions. Prédation financière, prédation sexuelle, puisqu'ils sont non seulement des potentats politico-économiques, c'est aussi des potentats sexuels. Et vous allez à l'université, c'est cela. Donc, pour moi, ce qui se passe au CHU, ce n'est que la continuité, le modèle opératoire de ce système. C'est la seule chose que ce système-là peut faire. Voilà. C'est ce qu'il peut faire. En dehors de ça, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire cette dérive kleptocratique. Il s'agit là d'une véritable dérive kleptocratique. Et la kleptocratie, c'est le gouvernement des voleurs. Ah, bien sûr. La kleptocratie, c'est le gouvernement des voleurs. Et nous assistons ici à une véritable dérive kleptocratique qui se fait non seulement par le détournement des biens, mais aussi le détournement des femmes, des gens. Donc il y a une dérive qui est aussi financière que sexuelle. Quelqu'un qui est de position, bon, il prend l'argent, parce qu'il pense qu'il a l'argent, il va raviver la femme de quelqu'un, c'est l'humiliation. Et ils ont fait même base sur les emplois. Et si vous n'êtes pas de ce côté-là, pour trouver l'emploi, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut organiser un État sur cette base? Comment est-ce qu'on peut organiser un État sur cette base? Où on vous parle tout le temps de l'unité nationale, mais l'unité nationale n'existe pas. C'est l'unité de la famille. Cette famille cette parentocratie, qui a fait main basse sur l'État. C'est-à-dire le regroupement des familles, les enfants d'eux et leurs pères qui sont là, c'est leur unité. Mais on devait plutôt mettre en avant le concept de l'intégration nationale. Il faut intégrer les Congolais. Mais pour intégrer les Congolais, il faut mettre sur pied des politiques publiques, il faut mettre sur pied une idéologie qui va faire en sorte que les Congolais puissent se converger vers un seul objectif. Et de mon point de vue, le premier élément, c'est la création d'une école de la République. Il faut qu'il y ait une école de la République. Ce n'est pas les écoles que vous bricolez là. On est allé faire l'école, comment on appelle ça, l'école d'excellence de Mbunda.
Bon, parce que qui on sait aurait étudié là-bas? Est-ce que le fait que le président soit étudié dans une école, ça devient l'école d'excellence? En quoi cette école-là est excellente? Voilà, quels sont les critères pour que les gens y rentrent? Ben, en tant que citoyen, je pense que le dialogue est inhérent à la démocratie. Pas seulement à la démocratie, à toute société. On doit dialoguer, on doit échanger. Mais la problématique, c'est qu'on doit dialoguer sur quoi? Or, le sociologue qu'on prépare là, c'est du sociologue. En réalité, il n'y aura pas de dialogue. Parce que déjà, il y aura de dialogue que le dialogue de sourds. Il n'y aura de dialogue que le dialogue de sourds. Quel est l'objet du dialogue? Qu'est-ce que l'on met dans le dialogue? Est-ce que les acteurs se comprennent d'abord sur le dialogue? On ira dialoguer pour dire quoi? Voilà la première question, des interrogations. Bon, cette institution auquel j'ai Martin Berry, c'est une institution constitutionnelle, hein, on ne peut pas contester cela, puisque la constitution a été adoptée et acceptée, sinon imposée. Voilà. À ce titre, le dialogue, l'institution est sous l'autorité du président de la République, qui convoque le dialogue quand il constate qu'il y a un problème d'intérêt majeur. À partir de ce moment, il convoque les forces vives de la nation, on en discute. Mais ici, quel est le problème? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'institution, le Conseil national de dialogue, qui va vers les partis politiques pour demander, chercher à savoir ce qu'ils ont. Il y a quand même un problème à ce niveau. Deuxième chose, on va dialoguer, que fera-t-on des recommandations? Puisque, depuis que le président Sassou est là, c'est toute une litanie de dialogue. Hein. Mais au finish, est-ce que les recommandations sont appliquées? Je ne pense pas. Troisième élément, c'est que nous sommes stratégiquement sur le terrain de la ruse. On se retrouve là sur le terrain de la ruse. Est-ce que le dialogue ne servira pas à tromper la vigilance, à flouer ou bien à faire de la poudre aux yeux sur les Congolais qui revendiquent un certain nombre de choses? Est-ce que... Je ne sais pas. Franchement, qu'on nous dise, mais de mon point de vue, s'il y avait dialogue, en tant que citoyen, pour moi, le dialogue doit prioritairement, je dis bien prioritairement, se baser sur la gouvernance électorale. Or, lorsque vous discutez avec certains acteurs oppositionnels, ils vont vous dire, non, on va aller au dialogue, et puis on va mettre sur pied un gouvernement d'union nationale, et puis, ou bien un gouvernement de transition, et puis, bon, écoutez, déjà le président se pose le problème. Il dit qu'il n'y aura pas une deuxième conférence nationale au Congo. Il a toujours dit. Or, si vous partez dans la perspective où vous voulez qu'il y ait un dialogue de ce genre, bon, écoutez le mandat de Sassou, ça veut dire que vous voulez faire un coup d'État de son entendement. Et lui ne acceptera pas ça. Est-ce que donc l'opposition a des moyens, ou les forces sociales et politiques ont des moyens pour imposer le dialogue tel que le président Sassou le veut, tel qu'il veut? Donc on sait que la politique, c'est les rapports de force. Et s'ils ont des rapports de force nécessaires? Voilà. Donc le dialogue, ça serait un sociologue, comme on a vu à Dolizy, comme on a vu à Evo, comme on a vu à Ouesso. Et ce qui est curieux, ce n'est que lorsqu'on approche des échéances électorales, justement des sujets... C'est une supercherie. C'est une supercherie. Qu'est-ce qu'ils vont faire des recommandations? Et à la fin, voyez-vous, il y a des gens qui perdent des maisons des maisons en Kamakoso, un peu partout. C'est qui le responsable? Voilà. C'est qui le responsable? Qui est responsable de qui? De quoi? Qui on a puni? Qui on a sanctionné? Au fait, on est là sur le terrain de la ruse. C'est de la tromperie. Est-ce que pour qu'ils ont un mandat, non? Ils ont battu campagne. On dit qu'ils ont gagné pour 5 ans. Est-ce que pour régler le problème de l'État, régler la question de l'emploi, ils ont besoin que les gens se retrouvent? C'est là qu'ils doivent avoir un agenda. Ils ont un projet de société qu'ils ont appelé Plus loin ensemble, je crois. Que moi j'appelle Plus loin ensemble vers le chaos. Et parce qu'on est en train d'aller dangereusement vers le chaos, si c'est là qu'on est arrivé au chaos. Est-ce que pour redresser ça, le président Sassou a besoin que l'opposition se retrouve, qu'on organise un dialogue? Je ne pense pas. Et puis le président Sassou doit cesser de faire confiance aux même les gens qui ont lamentablement échoué. Est-ce que c'est pas aussi une manière à lui de faire la promotion des antivaleurs? C'est une manière à lui de faire la promotion des antivaleurs. Pourquoi? Parce que l'impunité fait partie des antivaleurs. Il est parti à Dolizy où il dénonçait des petits voleurs
qui ont pris des batteries par ici, les lampadaires par là. Je veux bien qu'il lui mette l'accent là-dessus. Et ça permet de comprendre que le président est très bien renseigné. Mais je suis surpris que lui ne regarde pas le vol d'argent qui se font autour de lui. Là, il ne voit pas. Le vol d'argent qui se font autour de lui, il ne voit pas. La route du Nord, moi quand je partais dans mon Konoso natal, je quitte ici à 8h, non, à 7h, à 11h je suis au village, à 16h je quitte, je reviens à Brazzaville, je ne peux plus le faire. Je n'arrive plus chez moi depuis un moment. Bon, tout cela, lui ne voit pas. Et ce qui l'a intéressé, c'est de regarder les petits qui ont volé. Mais ce n'est que la reproduction de ce qu'ils font au sommet de l'État. C'est la reproduction. Et celui qui est ici fait la même chose que celui qui est là-bas. Et on passe le temps à combattre la petite corruption, alors que la corruption VIP est là. Qui éclabousse les membres de sa parentèle. Parce que j'ai défini le Congo comme étant une parentocratie, un regroupement de famille. Lorsqu'on a attaqué ces enfants, les Tister, les Christelle, il a attaqué qui? Est-ce que même le juge s'est auto-saisi? Rien du tout. Est-ce qu'il a mené les enquêtes? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est de détruire l'institution de la Ngele. Enfin, que dirigeait la Ngele. Voilà la réalité de notre pays. Il faut que nous regardions la vérité en face. Nous sommes d'une certaine génération. C'est à nous de regarder la réalité en face. Il faut arrêter de se plonger dans des considérations ethno-tribalo qui ne consistent qu'à nous retarder ou bien à nous désorienter de la vraie problématique.